Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois dans Parole d'experts sur H24 comme chaque semaine pour parler, commenter, décrypter l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit sportive. Et puis aujourd'hui, elle est existentielle. On va parler de l'eau. Et c'est toujours la même question, le même réflexe qu'on peut avoir en se disant mais si j'ouvre mon robinet demain et que l'eau ne coule pas, là on pourra peut-être se demander mais d'où elle vient cette eau ? En amont, comment est-elle traitée et surtout, comment fait-on après 6 années de sécheresse dans notre pays? On a l'impression à chaque fois qu'on découvre que notre pays est dans un climat semi-aride et il faut des crises pour faire avancer les choses. Après la politique des grands barrages dans les années 80, car les impacts des sécheresses avant étaient encore plus prononcés. Dans un Maroc qui se développe à toute vitesse, qui s'industrialise à toute vitesse, le besoin en eau est vital, que ce soit pour l'agriculture, l'industrie ou nous-mêmes, pour notre consommation personnelle. Est-ce que les dernières pluies que l'on a vécues règlent le problème? Pas sûr, mais ça pose, en tout cas, elles ont le mérite de pouvoir nous laisser respirer en attendant de trouver des solutions. L'eau, aujourd'hui, au Maroc, où en est-on? Vers où va-t-on? Est-ce que la gestion de l'eau est un long fleuve tranquille? C'est de ça dont on parle dans Parole d'experts. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, c'est vraiment, et je dis, vraiment un grand plaisir de recevoir mes deux invités. Horeya Tzazi Sadak, présidente de Coalma, la coalition pour l'eau, marocaine pour l'eau, qui c'est la coalition des acteurs privés, des acteurs publics. C'est une espèce de, pas pour rien que ça s'appelle coalition, un écosystème pour essayer de répondre aux problématiques de l'eau, d'alerter, de trouver des solutions et de tirer la sonnette d'alarme comme il faut. Merci beaucoup, Horeya, d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Parmi vous. Abdenbi El Mandour, pareil, ravi de vous avoir, directeur du musée de l'eau. Et merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes directeur du musée de l'eau, c'est que l'eau, ça vous connaît. Hein. C'est pas, ça c'est extrêmement important de le dire à travers votre formation, votre parcours, votre curricula. Et on s'était rencontrés au détour d'un événement où on a parlé de l'eau, et puis aussi j'étais allé au musée de l'eau, et je vous recommande vivement de vous rendre au musée de l'eau parce que c'est quand même assez exceptionnel. Ne retenez pas juste le titre, parce que c'est vrai que comme un film de musée de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire au musée de l'eau? Il y a des robinets, elle me fait non. Finalement, il y a toutes ces techniques ancestrales, découvrir, bref, tout l'écosystème de l'eau. Alors, j'ai fait une introduction, franchement, elle est sortie du cœur. Hein. J'ai rien lu parce que c'est quelque chose finalement qui nous touche tous, l'eau. Et il y a beaucoup de psychologie, de sociologie derrière l'eau versus toutes les politiques, la technologie et les solutions qu'il y a à trouver aujourd'hui. On va essayer d'aborder ce sujet de différentes manières pour qu'on puisse aussi dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, est-ce que le Maroc est en train de sortir de son cycle de sécheresse qu'on connaît, hein? J'ai dit une chose dans mon introduction, on a toujours l'impression qu'on redécouvre qu'on est un pays à climat semi-aride. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le redécouvre à chaque fois? Et aride. Par endroits, nous sommes dans un climat aride, parce que les 2/3 de l'eau se trouvent dans 3 bassins hydrographiques. Tous les autres bassins se partagent le tiers restant. Donc, tous les autres bassins sont dans une situation. Il y a des régions où il ne pleut pratiquement pas. Donc ça, il faut le savoir. Donc, et c'est structurel, c'est normal. Enfin, ça, c'est notre situation déjà au départ normale. Oui. Nous sommes qualifiés de pays qui a un climat aride et semi-aride, sans sécheresse. Alors, quand la sécheresse se rajoute, donc vous imaginez un peu les particularités, les conséquences, les impacts de cette situation qui, il faut le rappeler tout de suite, le Maroc, c'est sûr, a connu d'autres cycles de sécheresse, mais là, ce qui l'exacerbe, c'est qu'il y a le changement climatique. Moi, j'appelle ça le dérèglement climatique. Et l'eau est la première victime du dérèglement climatique. C'est reconnu. Enfin, l'eau n'en est pas victime, c'est nous qui l'utilisons, parce que l'eau reste finalement dans l'atmosphère terrestre, c'est juste qu'elle tombe ailleurs. Oui, mais alors l'autre élément qui est fondamental à savoir,
Bon, maintenant, les choses évoluent, on reviendra sur ces questions tout à l'heure, mais toute notre eau, au départ, vient du ciel. Nous ne partageons pas un fleuve comme le Nil, rien. Ou l'Indus. Nous n'avons que la pluie qui vient du ciel. Donc, on va en parler, ça c'est important, de si savoir on fait d'où le vient lien l'eau. avec la sécheresse. D'où vient l'eau, parce que c'est vrai que... Je ne sais pas si vous arrêtez de temps en temps, et vous dites surtout, alors musée de l'eau qui est à Marrakech, et quand on va à Marrakech, des moments où on s'arrête juste, quand il fait 50 degrés en été, ce qui n'est pas nouveau, bon, et on se dit, mais on a encore de l'eau. Il y a de l'eau quand on ouvre le robinet. Moi, ça m'a toujours, depuis gamin, ça m'a toujours épaté, étonné. Il faut le dire. Hein, non, mais il faut le dire. Et féliciter nos responsables. On va y venir parce qu'il faut voir tout ce qui est fait justement pour qu'on puisse avoir de l'eau. Et on était à ça de plus en avoir. Hein. Ça aussi, on va le dire. Même constat, si on devait expliquer, mais vraiment clairement, encore une fois, peut-être rappeler que le Maroc, c'est le Maroc, il est comme ça, et qu'avec les dérèglements, changements climatiques, alors soit ça peut être une chance dans certaines régions, parce qu'on a pu le voir, et de l'autre côté, d'autres régions qui peuvent devenir quasiment désertiques. Alors, le Maroc, un climat semi-aride et aride sur à peu près 80% de la surface du Maroc. On n'a que les parties nord du Maroc, le Rif, le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Où il pleut régulièrement. Et l'impact des changements climatiques sur la ressource en eau au Maroc, le premier signal était en 1980 jusqu'à 85. Ça, c'est le premier signal. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Qui montre comme quoi on est passé un cycle, parce que si on analyse le cycle des précipitations, on a à peu près un enregistrement sur une centaine d'années. On était, avant les années 80, on était sur une année pluvieuse et une année non pluvieuse. Donc ça permettait de compenser. Oui. À peu près, quoi. Voilà. Et à partir de 1985, on a une année pluvieuse et 3 à 4 années non pluvieuses. Ça, c'est l'état de la pluviométrie au niveau du Maroc. C'est vrai que lorsqu'on a de la pluie, une année moyenne, c'est par exemple, Marrakech, c'est 260 mm, Casablanca, c'est 400 mm, ça c'est les années moyennes. Mais on remarque qu'on est dans une descente vraiment vertigineuse au niveau des précipitations. Ce qui donne que l'année pluvieuse, on a derrière 3 à 4 années non pluvieuses. Mais ce qui est marquant, c'est que les 6 dernières années de sécheresse, 2019-2024, on a une réduction de plus de 50% des précipitations de la moyenne. On est passé d'un stress hydrique sévère à un stress hydrique modéré. Parce qu'on est toujours en stress hydrique. Oui, on est toujours en stress hydrique. Je voulais vous amener à nous dire ça de manière naturelle, parce qu'il y a, j'ai parlé de psychologie, de sociologie de l'eau. Dès qu'il pleut, j'ai l'impression que les gens peuvent aller se dire, allez tiens, je peux me jeter sur le robinet parce que de toute façon il y a de l'eau. Mais c'est juste qu'on passe de ultra rouge à rouge. À rouge. Contrairement aux des pays européens où eux, ils passent en zone alerte sécheresse alors qu'ils sont à 25 fois ce qu'on a. Je veux dire, quoique aujourd'hui, vous avez pu remarquer que le phénomène se globalise. Oui. Et un peu partout sur le globe, hein, pas uniquement. On parle souvent des exemples européens, mais il faut aller plus loin. Aux États-Unis, dans certaines régions. C'est structurel aussi. Voilà. Les États-Unis, c'est un continent. Donc il y a des endroits où c'est l'impact, c'est le changement, le dérèglement climatique. Il est global. Oui. Donc, on dit toujours que les crises apportent des solutions. Mais moi, je pense que cette globalisation a fait que la question de l'eau est aujourd'hui revenu à l'ordre du jour des conférences internationales. Pendant plus de 20 ans, au niveau international, personne ne se souciait parce que l'ordre du jour est par qui il est fait. Voilà. Et là, il est fait par les pays qui n'ont pas de problème d'eau. Depuis cette globalisation et depuis la sécheresse pour le Maroc et la globalisation au niveau international, il y a une série de rencontres et l'ONU s'est emparée de cette question et il y a une série de conférences qui sont prévues et fixées les unes après les autres. Donc c'est quand même un signal, ça aussi.
Alors, je vais donner quelques chiffres, vous me dites s'ils sont bons, parce qu'on les a recoupés. Parlons de moyenne, hein. C'est 630 mètres cubes d'eau par personne et par an. Et je sais, qu'à chaque fois qu'on parle de moyenne, il faut toujours faire très attention. Je n'aime pas les moyennes. Je sais, moi non plus, statistiquement, j'aime pas les moyennes. C'est nécessaire pour commencer, voilà, mais il faut véritablement spécifier bassin hydrographique par bassin hydrographique. Donc la question locale, aussi. la question... Mais c'est à partir de là qu'on peut avoir des solutions adaptées. Alors, si je prends ça, 630 mètres cubes d'eau par an, personne et par an, je rappelle encore une fois, c'est une moyenne qui va tout englober. Qui va englober les particuliers, qui va englober l'utilisation agricole, l'utilisation industrielle, et donc ça, c'est pour ça N'oubliez pas le tourisme qui se développe. Donc augmentation de la population sur des moments bien précis. Surtout le et tourisme côtier, et surtout le tourisme côtier. Et on estime que d'ici 2030, si on ne fait rien, on va dire dans l'État, ça pourrait tomber à 500 mètres cubes en 2030. D'accord? Ça, c'est avec les précipitations, on est bien d'accord? Oui. Alors, pour cette moyenne de 630 mètres cubes par individu par an, si on essaie de la voir au niveau des bassins, par exemple, les 10 bassins, les grands bassins qui existent au Maroc, ils varient. Il y a par exemple le bassin de Tinsift, on est à 500. On n'est pas à 630. Au nord, on est un peu plus. Donc, il y a cette variabilité selon l'espace. Mais ce qui est très important au niveau du Maroc, c'est qu'on a ce partage de l'eau d'un bassin à un autre. Ça veut dire qu'on peut amener l'eau pour arriver à corriger ces différences qui existent entre les bassins. Ce qui n'est pas le cas de la France, par exemple. Oui, et de l'Espagne. Pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Mais on va tout le temps mettre des petits flashs, comme ça on comprend que le Maroc aussi est très avancé. La décentralisation ne permet pas toujours mais très avancé aussi en termes de gestion de l'eau. Alors, on va arriver à tout ce qui est mis en place, mais j'aimerais quand même aussi, avec les dernières pluies, on en a parlé avant qu'on commence l'émission, je t'ai dit, c'est Aoul Marra fi Hayatik depuis que j'arrive à Marrakech, première fois dans ma vie, j'approche de la cinquantaine, qu'à l'entrée de Marrakech, il y avait de l'eau dans l'oued Tinsift. En crue. Oui, c'était vraiment... Et tu me dis quelque chose qui me fait sauter au plafond, et je pense, Faria, c'est que tu me dis que cette eau, eh ben, elle part vers la mer, et on n'en fait rien du tout. Oui, effectivement. Si on analyse le bassin de Tinsift, c'est un bassin sur lequel il y a pas mal de barrages. Mais le collecteur de ces cours d'eau qui viennent du Haut-Atlas, le Rika, le Nfis, le Chichawa, ce sont des cours d'eau qui se déversent dans l'oued principal, qui est Oued Tinsift. Et sur Oued Tinsift, un site de barrage est très difficile. Mais il existe des barrages de petit dimensionnement, pas faire des barrages de grand dimensionnement, des gros barrages, mettre des barrages de 100 millions de mètres cubes, et que cette eau-là, normalement, les pluies qui tombent au niveau du Maroc, ils doivent être stockés pour gérer les périodes de sécheresse. Parce que quand on parle de gaspillage, on ramène toujours la question... Aux utilisateurs. Non, domestique. Domestique, oui. Or, le gaspillage, là aussi, il y a une réflexion à mener de manière approfondie, parce qu'il n'y a pas, d'abord, parmi les secteurs agricoles, industriels, etc., mais il y a ce genre de phénomène. Et personnellement, j'ai fait une étude que j'ai présentée avec l'appui de l'ONUDI et du programme PAGE, je les remercie, pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, ou en tout cas je suggère, qu'on ne gère plus l'eau, parce que nous, comment on la gère, la loi sur l'eau? Elle ne gère que les eaux intérieures. Elle n'intègre pas le littoral. Donc, lorsqu'on parle de la question de l'eau, il vaut mieux la traiter selon le cycle de l'eau, surtout quand on est en période de sécheresse. À partir de là, en intégrant le littoral... D'un point de vue gouvernance? D'un point de vue de gouvernance, déjà, ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau du littoral n'est pas pris en considération par la loi sur l'eau. Et les départements compétents sur la question de l'eau ne gèrent pas le littoral. Oui, mais alors ça, j'essaie encore une fois, d'un point de vue concret, est-ce que ça implique alors, ça tout ce qui est rejeté dans la mer, ça veut dire voilà. que... Non, c'est ça. Ça veut dire... Si je veux faire un ouvrage
qui, on va dire, va capter l'eau juste avant qu'elle tombe dans la mer, voilà. au-delà du rejet des eaux usées. Voilà. D'abord, sur le plan institutionnel, c'est très compliqué parce qu'il y a les institutions du littoral et celles de l'eau. Et puis, en fait, cette dimension globale du cycle de l'eau, c'est-à-dire les eaux intérieures, le littoral, et puis les eaux souterraines, le tout pris en considération, c'est une autre manière d'aborder la question de l'eau. Les Français le font, la directive européenne traite la question de l'eau comme ça, et donc nous, aujourd'hui, par exemple, le dessalement. Oui. On va en parler du dessalement. Avant qu'on en parle, parce que ça c'est un argument supplémentaire. Juste, je finis sur les barrages, parce que c'est intéressant. Je peux intervenir dans... Donc la notion de gaspillage, c'est notion de barrage. Oui, voilà, parce que moi, les barrages, deux, la possibilité de faire des barrages de dimension intermédiaire, voire petite. Et moi, ma question, c'est aussi, dans l'innovation technologique, est-ce qu'on n'a pas trouvé un moyen de... Alors, pas des barrages mobiles, mais lorsqu'on a des crues, parce que ça n'arrive pas toujours au même endroit, il y a des occurrences, mais même les pluies qui sont perdues. Comment est-ce qu'on a des solutions? Oui, alors la notion de barrage, c'est une notion qui remonte en 1967, le fameux discours de Feu Hassan II, sur l'irrigation d'1 million d'hectares. On doit travailler sur le stockage, parce que le Maroc, il y a les eaux de surface au niveau des barrages, et les eaux souterraines, c'est la réserve stratégique. Alors, gérer les barrages. Une fois on a construit pas mal de barrages, ça veut dire on a fait des barrages pour augmenter le stockage des eaux de surface. Et le travail était effectué sur des régions et des bassins. Alors maintenant, la vision sur les barrages, c'est que les gros barrages, ils doivent être au nord. Parce que les précipitations sont continues. Ils sont en continu. Elles sont lissées sur l'année. Ouais. On a barrage Louhda, c'est 3,8 milliards de mètres cubes. Le deuxième barrage est actuellement en construction. Il est vers 2,8 milliards de mètres cubes. Donc ces barrages, des grands barrages, c'est dans le nord, c'est dans le Rif. En plus des précipitations, on a les terrains qui sont imperméables. Ce sont des formations géologiques de marne qui ne laissent pas... Voilà, on a beaucoup de d'écoulement. Ça va pas recharger les nappes phréatiques. Ça va aller vers la mer si on les stocke pas. Voilà. Donc on est obligé de faire ça, de faire les grands barrages au nord. Alors, pour les barrages... Je ne vais pas dire collinaire. Dimensionné. Non. C'est que faire des barrages, non. On fait des lacs artificiels. Il n'y a pas des cours d'eau qu'on peut creuser. Mais on ne peut pas déplacer. Les barrages, maintenant, on doit chasser ou courir après les crues. Oui. Dernièrement, il y avait une crue à Zagora. C'est des millions de mètres cubes. Donc là, ces eaux-là, ils doivent pas... À part le paysage qui est devenu magnifique, mais on a perdu toute l'eau. Cette eau, il va vers la mer. Donc, il faut... On connaît les capacités du Maroc au niveau des précipitations. On ne peut pas les contrôler, on peut pas, mais on peut gérer les précipitations lorsqu'ils arrivent. Ça veut dire faire des barrages là où il faut les mettre. Et là, on a tous les outils technologiques d'analyse et de prévision pour pouvoir le faire. Bien sûr. Ne pas s'arrêter là. En milieu urbain, il y a des solutions aussi pour capter, retenir les eaux de pluie qui sont gaspillées. Les eaux pluviales. Les dernières pluies étaient très fortes. Et vous avez vu dans les rues, c'était des mètres cubes et des mètres cubes qui, et en plus de ça, le ruissellement des eaux de pluie draine la pollution. Donc voilà. Donc quand je dis prendre en considération l'ensemble du cycle de l'eau, ça permet d'avoir une meilleure prise en compte de tous ces éléments qui aujourd'hui... Il faut quand même dire, notre pays a fait des projets, des programmes, il faut le dire, on a de l'expertise, etc. Mais ça ne nous empêche pas de toujours chercher à mieux faire. Alors, on a quand même une caractéristique, c'est l'urgence. Voilà. C'est pour ça que la notion de gaspillage... Mais de manière extrêmement efficace. Donc il faut repenser cette notion de gaspillage. Que signifie le gaspillage au Maroc? Est-ce que c'est vrai qu'on était au bord de plus avoir de l'eau à Casa
limite Rabat, etc., à un moment donné où on a raccordé justement cette autoroute de l'eau qui vient du nord. Est-ce que c'est faut quand même le... Alors, si on veut parler de ça, on est obligé de parler de bassin versant de Rabi'. Oui. C'est à peu près 20% des ressources en eau au Maroc, qui est vraiment alimenté par le Haut Atlas et le Moyen Atlas, vraiment à régresser. Les réserves d'eau de surface, ils ont passé actuellement, d'ailleurs c'est à peu près 10% des réserves qui existent actuellement. Ça veut dire si on a barrage El Massira, c'est lui qui alimente Grand Casa. Il y avait à peu près, il était presque à sec. Il y a des photos de l'année 2023 et l'année 2013. Il faut les comparer. Ce sont des photos satellites sur le barrage. Mais vraiment, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau de surface pour l'alimentation en eau potable de la ville de Casablanca et région. Il y a la plaine de Barchid qui alimente, vraiment qui alimente. Il y a aussi la station de dessalement l'eau de mer de Safi. C'est une station de l'OCP qui a vraiment amené une partie. Et le Bourgrag, les eaux qu'on a amenées du nord vers le barrage de Rabat, Moulay Abdallah, vraiment il a sauvé la situation. Parce qu'on était vraiment à la limite. À la limite. Alors, la limite de la limite. Ah non, mais la limite de la limite, c'est vrai. Et comment dire? C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que on a l'impression, peut-être que c'est de la bienveillance ou autre chose, qu'on n'a pas envie de faire peur aux gens et qu'on a trouvé toutes les solutions avant qu'on tire la sonnette d'alarme. Alors même si les débits ont été baissés, etc., mais on n'a pas eu de... Il y a des endroits où il y avait des coupures d'eau, bien sûr, bien entendu, et ça c'était obligé. C'est toute la question de... Est-ce qu'il faut être alarmiste ou pas? Bon, c'est une vraie question. Ça a toujours été la question lorsqu'on traite de l'eau. Le dessalement. Parce qu'on va parler de ça, et j'aimerais terminer là-dessus, parce que c'est un moment extrêmement important. On a un projet de 20 stations de dessalement d'ici 2030, et l'objectif, c'est 1,7 milliard de mètres cubes. Avant qu'on parle du Maroc, juste pour avoir une comparaison, quels sont les pays qui sont champions du monde du dessalement? On a l'Arabie Saoudite. Avant de parler aller plus loin sur la question de dessalement, c'est ce qu'on disait avant l'émission, il faut saluer la décision de Sa Majesté d'introduire tout ce programme d'énergie renouvelable au Maroc et d'avoir anticipé sur la question des énergies renouvelables. Parce que si on se permet aujourd'hui le dessalement, c'est qu'on a l'énergie nécessaire, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et oui. Et il fallait que ça soit propre. Voilà. Bon. En plus, c'est un acte en faveur de la décarbonisation. C'est très important, ça il faut le dire et le répéter. On a introduit cette politique et ces programmes avant d'autres pays qui sont sur le plan du développement plus avancés que nous. Et ça il faut le dire et le répéter. C'est grâce à ça essentiellement qu'on peut se permettre cette solution. Alors, parlons de cette solution et j'ai posé la question. Juste pour avoir une comparaison, les champions du monde du dessalement aujourd'hui, c'est quoi? Arabie Saoudite, le pays des Émirats. Oui, et l'Espagne. L'Espagne aussi. Il y a une chose qu'il faut souligner, c'est l'Angleterre aussi. Ils utilisent je vous demande de bien écouter. L'Angleterre, où il pleut tout le temps. Voilà. D'accord. Où il pleut tout le temps. C'est de l'anticipation. Oui, mais je vais juste expliquer pourquoi. Il y a des usines de dessalement. Pourquoi? Oui, j'ai appris dernièrement par la visite d'une société au musée Mohamed VI, la civilisation de l'homme au Maroc, et on a discuté qu'il y a des quartiers au niveau de l'Angleterre qui sont alimentés en eau dessalée, c'est-à-dire l'eau de dessalement de l'eau de mer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau polluée, lorsqu'on veut les traiter, on va... Ça va coûter plus cher que dessaler de l'eau de mer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un transfert d'eau. Il y a un transfert d'eau qui se fait actuellement dans le monde. Le Danemark, l'Islande, beaucoup de pays, ils déploient ou ils construisent des citernes de stockage de l'eau qui amènent du nord, par exemple vers le Portugal, vers l'Espagne, en période de... les mois
juillet, août, septembre, où il y a beaucoup de demandes touristiques. Il y a on parle de stockage du pétrole dans comment dirais-je, au niveau des citernes au niveau de la mer, tout près offshore. Maintenant, il y a le stockage de l'eau potable offshore au niveau du Portugal et l'Espagne. Si on parcourt l'Espagne du El Jaziras jusqu'à Barcelone, toute cette région. Si on continue vers le sud du Portugal, là, tout l'Algarve, c'est la même problématique aussi. Oui, c'est le dessalement de l'eau de mer. C'est de l'eau utilisée et pour la consommation en eau potable et aussi pour l'irrigation. Donc, est-ce que les programmes qui sont lancés, ça va régler on a un Maroc qui avance comme ça, avec tous ses objectifs de développement économique, sa démographie. La démographie, elle est stable. Elle s'est tassée. Mais le développement industriel demande de l'eau. Il y a la démographie, il y a les dynamiques de population. C'est-à-dire cette sécheresse, elle a ramené vers les villes, et surtout les villes où il y a du travail, sans encadrement, sans préparation, des populations entières. Ça, on l'a déjà vécu, ces déplacements, les exodes. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, avec la nature des villes, etc., c'est quand même, ça pose un problème d'encadrement de ces populations quand elles arrivent, à cause de la sécheresse, et parce qu'il y a une pauvreté, il faut le dire, ou là, des pertes d'emploi. Il ne faut pas oublier que cette sécheresse a eu comme conséquence des pertes d'emplois en agriculture, dans le tourisme, dans pas mal de secteurs. Ces usines de dessalement, est-ce qu'elles vont régler le problème entre guillemets? Alors, je crois que c'est l'une des meilleures solutions. Le dessalement, si on regarde un peu la répartition au niveau du Maroc, on voit que sur l'Atlantique et la Méditerranée, on a des concentrations très importantes. On a à peu près 60% de population marocaine, il est sur les côtes. Donc, beaucoup de demandes. Et le dessalement de l'eau de mer, il va arriver même dans les villes internes. Marrakech, par exemple, c'est une ville qui demande de l'eau parce que le bassin de Tassif n'arrive plus à... c'est à peu près 100 millions de mètres cubes annuels et 1,3 milliard de mètres cubes pour l'agriculture. Et l'eau de la montagne, il ne suffit pas. Donc, on doit amener de l'eau et le barrage de Messira, il est à sec. Donc, la solution, c'est le dessalement de l'eau de mer. Il y a la région rurale. Ça, c'est très important d'en parler de ça. Parce que il y avait un programme 1995, le PAGER. C'est un programme qui gérait l'alimentation d'eau dans le rural. Et il y avait le PERG pour l'électricité, il y avait le PAGER pour l'eau. Et presque, on avait assuré à peu près 95% des agglomérations qui sont dans les régions rurales. Mais actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'avec ces baisses des précipitations, on doit retourner sur les anciennes techniques utilisées dans le temps. C'est quoi? Alors, par exemple, le musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau au Maroc, il expose des techniques anciennes. Par exemple, c'est pour ça que je vous dis d'y aller, parce que vraiment il y a des choses incroyables à découvrir. Alors, lorsqu'on parle des eaux pluviales et rassembler, nous au musée, les eaux qui tombent sur le toit du musée, on les canalise vers un bassin pour irriguer notre espace vert. C'est la question piège que j'allais poser. Alors, mais quand même, je sais. Il y a des choses qu'ils ne font quand même pas, je vais le dire tout à l'heure. Lorsqu'on parle par exemple des eaux pluviales, il faut savoir que dans le Maroc, dans le temps, des régions où il n'y a pas de nappe souterraine, il n'y a pas d'eau à la surface du sol pendant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Qu'est-ce qu'on faisait? On fait ce qu'on appelle tafdna. Ou le matfiyat. Ça veut dire le matfiyat, c'est quoi? Ce sont des petites citernes qu'on remplit avec l'eau pluviale pendant le mois de janvier, février, mars, et cette eau est stockée dans chaque maison. Ou par exemple des matfiyat collectifs, on doit travailler sur ça. Parce que les nappes souterraines, on a une baisse de 3 à 4 mètres annuels. La baisse de la nappe.
Ça veut dire si les pluies, plus, parfois. oui, pas dans des régions, c'est plus. Et ces dernières pluies-là ne font pas remonter les nappes avec le temps. Non, avec le temps. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Voilà. C'est pas automatique, sauf dans les régions où il y a le sable. C'est automatique. Mais dans des formations. C'est la géologie. Hein. Voilà, ça aussi, il faut commencer pas parce que ça monte. Il y a des fractures, il y a des bien sûr. C'est calcaire, pas calcaire, ça truc. Donc, on doit retourner dans certaines agglomérations d'utiliser des techniques anciennes. Par exemple, l'Ikhtara. La région de Marrakech est connue par l'Ikhtara. Dans le sud maintenant, Zagoura, Rachidia, Figuig. C'est des techniques qui sont utilisées jusqu'à maintenant. C'est une bonne gestion de l'eau. Le partage de l'eau dans l'irrigation. Lorsqu'on draine l'eau de la nappe, on essaie de le partager entre les riverains. Ce sont des techniques ancestrales qui peuvent faire l'objet d'innovation, d'amélioration. Pour que ça soit plus industrialisé, plus systématisé. Oui, les membranes. Par exemple, à Figuig, ce qui est passionnant, il y a plusieurs exemples qu'on peut citer. Par exemple, Figuig, il y a un manque d'eau. Eh bien, on alimente ce système ancien par l'eau du barrage pour le faire vivre en continu. À Fès. À Fès, il y a un projet qui est extraordinaire. Quand le protectorat a mis les pieds dans cette ville, il a tout bétonné. Et donc, il a mis fin à ce projet. Et lui, ça a aidé à financer un programme pour faire ressortir cette gestion ancienne de l'eau. Parce que cette gestion ancienne ne concerne pas que le rural, elle concerne aussi les villes. Bien sûr. Et donc, vous avez maintenant, on le voit, il est ressorti de sous terre, un endroit où on reçoit toute l'eau, et cette eau elle est partagée selon les priorités établies. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. Et ça allait dans les maisons. Moi, je suis née à Fès, je me rappelle, on se réveillait, on s'endormait avec le bruit et le chant de l'eau. Et donc, aujourd'hui, ce système-là, il peut concourir. Et c'est pour ça que les fontaines de Fès étaient asséchées. Donc, ce système-là, par exemple, il peut concourir à servir certains quartiers en alimentant par une eau qui viendrait de ce qu'on est en train de dire. Vous voyez, il y a des choses à faire. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur l'eau et que je parlais de ces questions de l'eau et de la manière de la gérer avant, les gens disaient mais c'est pas important, ils ne comprenaient pas cet aspect qui n'est pas que culturel. Ce sont des technologies, qu'on aurait pu ou qu'on peut toujours, dans certains endroits, allier à ce qui se fait sur le plan moderne, ou les mettre dans le pipe et les faire profiter de l'offre de l'eau qui va venir, et les réutiliser. Vous savez, à Oujda, par exemple... Les Romains avaient fait... Par exemple, les aqueducs. Si vous êtes allé à Istanbul, vous avez dû visiter le stockage de l'eau à l'époque. On le faisait, à Venise aussi. Il ne faut pas sous-estimer ces techniques qui n'ont pas perdu de leur importance. Mais évidemment, il faut le regarder avec un autre œil et voir comment. Par exemple, cet exemple de Figuig, il est formidable. C'est formidable. Donc, je pense que là aussi, il y a une niche. Et quand vous avez parlé des pluies à stocker, mais rien n'empêche. Mais vous savez, quand rien n'empêche de le faire dans des grandes villes. Par exemple, on a aujourd'hui cette mode des résidences, des grandes résidences. Mais vous allez regarder de près, il n'y a nulle part aucune idée, aucun système pour recueillir les eaux de pluie. Non, oublions le recyclage. On va en parler. Mais ce qui est important, vraiment pour qu'on finisse. En plus de ce qu'a dit notre ami, c'est que le Maroc, bien sûr, il y a le dessalement, mais ce qui est important aujourd'hui, que nous sommes dans une diversification de solutions. Et ça, c'est très important. Il y a le dessalement, réutilisation des eaux usées, il faut qu'on trouve les moyens de stocker, il faut qu'on revienne à ces méthodes anciennes. Vous voyez, il y a une panoplie pour que tout le pays, tous les territoires et on rajoute de la prévision aussi, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut modéliser tout ça. Une dernière question, vraiment la toute dernière, parce que ça se met, encore une fois, ce que pose la question du dessalement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué? Alors déjà, le coût a évolué, parce que ça coûtait beaucoup plus cher, maintenant ça coûte beaucoup moins cher. Le fait que nous, grâce à la vision de Sa Majesté,
ça va être alimenté par de l'énergie Casa, c'est déjà fait. Ça pose la question de la... C'est 100%. Hein. Ta question de la saumure, ça c'est vrai parce que ça pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui on a trouvé une solution pour pas que ça soit rejeté systématiquement dans le littoral? Parce que ça c'est une vraie crainte. Effectivement, lorsqu'on traite par exemple 100 mètres cubes d'eau, il y a 50% qui est à peu près à 1 gramme, donc c'est une eau potable. 1 gramme de sel. De sel. Oui. Et 50%, il double de concentration. Ouais. Donc, la solution pour ça, c'est soit faire des injections ou des rejets de ces eaux qui sont vraiment un peu salées, il faut les mettre, il faut les faire... Les répartir en fait. Les répartir et les éloigner. Et il faut dépasser ce qu'on appelle le talus continental. C'est le même principe que quand je mets trop de sucre dans un verre de thé, je rajoute du thé et puis il faut que... D'où la nécessité d'intégrer le littoral. D'où la nécessité d'intégrer le littoral. Donc ça, voilà, aussi d'un point de vue légal, législatif et juridique. Merci beaucoup. On aurait pu continuer à en parler pendant des heures de l'eau et puis c'est extrêmement intéressant. J'espère que voilà, vous avez pu à la fois vous affoler un peu, mais en même temps vous rendre compte que il y a énormément de choses qui sont faites et que au Maroc justement on a une expertise qui est quand même assez l'eau est essentialisée aujourd'hui en la matière. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver l'audio seulement en podcast si vous n'aimez que les paroles sur toutes les bonnes plateformes et nous on se retrouve très vite sur H24 pour un autre Parole d'expert. Ça sera la semaine prochaine. Bye bye.